Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez forcément Napoléon. Officier d'artillerie, premier consul, empereur, la littérature, la télévision, le cinéma lui ont consacré des centaines d'œuvres. L'année dernière sortait d'ailleurs le Napoléon de Ridley Scott. On ne l'a pas vu donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qu'il vaut. Il est l'un des plus grands personnages de l'histoire de France. Mais le connaissez-vous vraiment? Aujourd'hui on va vous présenter 10 choses que vous ne savez pas sur Napoléon. Sur sa vie, sa famille, ses habitudes. Pour cette vidéo, on s'est appuyé sur ce petit bouquin, Napoléon en 100 questions de Thierry Lenz, grand spécialiste français de l'empereur. Pour ceux que ça intéresse, la référence est en description. Allez, on est parti? Charles-Marie Bonaparte, le père de Napoléon, a participé à la lutte pour l'indépendance de la Corse aux côtés du leader Pascal Paoli, avant de rejoindre le parti français. Il est issu d'une famille toscane installée en Corse depuis le XVIe siècle. Il a réussi à faire reconnaître la noblesse de sa famille et obtenir certains privilèges accordés aux notables corses. Charles devient avocat et même assesseur à la juridiction royale d'Ajaccio. Sa situation est assez enviable et il parvient à obtenir des bourses d'études pour ses enfants. Il épouse Marie-Laetitia Ramolino le 1er juin 1764. Cette dernière donnera naissance à 12 enfants, dont 4 mourront en bas âge. Après la mort de Charles, à seulement 39 ans, elle devra éduquer seule ses enfants, dans une situation financière beaucoup plus compliquée. Contrairement à son mari, elle aura la chance de voir l'un de ses fils devenir empereur, tandis que les autres seront nommés rois, reines ou princes. Napoléon a souvent reconnu avoir été doté d'un prénom rare et marquant les esprits. Ses parents ont choisi ce nom en hommage à l'un de ses grands-oncles décédé en 1767. Assez peu fréquent, ce prénom existait déjà en Corse sous différentes formes. Napoléone, Napoléon et Lapulion. Selon certains spécialistes, Napoléon viendrait de l'italien Nevoleone, contraction de Néapolis, la ville de Naples, et de Léon, le lion, plutôt stylé. On connaît le Napoléon empereur, le Napoléon stratège, mais qu'en est-il du Napoléon étudiant? On sait qu'il était un enfant solitaire mais turbulent, un grand lecteur déjà et doté d'une grande mémoire. Il fréquente les petites classes du collège d'Ajaccio et suit des cours de français. Car oui, je rappelle que la Corse n'est rattachée à la France qu'en 1768, un an seulement avant la naissance de Napoléon. À l'âge de 9 ans, grâce aux bourses obtenues par son père et dont j'ai parlé un peu plus tôt, Napoléon poursuit ses études au collège d'Autun sur le continent, avant d'entrer à l'école militaire de Brienne. Napoléon y est très apprécié de ses professeurs. Il a d'excellents résultats en mathématiques et en histoire, mais il est plutôt moyen en français, en latin et en philosophie. Globalement, son bon niveau lui permet d'intégrer l'école militaire de Paris, où il sera orienté vers l'artillerie. Il en sortira avec un mauvais classement puisqu'il ne sera que 42e sur 58 étudiants. Malgré ce relatif échec, les professeurs prédisent au jeune Napoléon un brillant avenir. Mais ils étaient loin de s'imaginer qu'un jour, il gouvernerait la moitié de l'Europe. Le 22 novembre 1787, Napoléon fait l'amour pour la première fois de sa vie avec une prostituée. Il a alors 18 ans. Comment le sait-on? C'est lui-même qui le raconte dans un texte court, rédigé juste après ses ébats avec la demoiselle. Alors qu'il se promène dans les jardins du palais royal, une jeune femme vient l'aborder. Très vite, Napoléon lui reproche son métier, et celle-ci lui explique que ce sont les aléas de la vie qui l'ont amené à cette situation. Elle lui propose d'aller se chauffer chez lui, où il pourra assouvir son désir. Napoléon accepte, et c'est ainsi qu'il s'est dépucelé. Voilà. Napoléon était appelé par ses soldats le petit caporal, ou le petit tondu. Il s'agissait de surnoms affectifs, car en réalité, Napoléon n'était pas spécialement petit. Il mesurait 1,68 m, ce qui aujourd'hui serait considéré comme de petite taille, mais pas à son époque. En effet, la taille moyenne des Français était d'environ 1,60 m. Celle des conscrits d'infanterie se situait entre 1,65 m et 1,69 m. Napoléon était donc de taille moyenne. Ce qui nous fait croire qu'il était petit, ce sont ses représentations. Il était généralement peint entouré de généraux et de soldats. Or, les grenadiers de la garde ne mesuraient pas moins de 1,76 m. Et en plus, ils portaient de hautes coiffures. De toute façon, le charisme de l'empereur était tel qu'il n'avait pas besoin d'être grand pour en imposer. À la fin de sa vie, Napoléon reçoit les sacrements. Il affirmera dans son testament mourir dans la religion apostolique et romaine.
Influencé par les idées des Lumières et combattant les préjugés religieux, il aura pourtant continué d'aller à la messe toute sa vie, comme tous les monarques, ses prédécesseurs. Sa croyance et sa foi ne doivent cependant pas être confondues avec ce qu'il pense de l'Église avec un grand E. Certes, il croyait en Dieu, mais pour lui, les religions n'étaient que le produit des hommes. Il entretiendra d'ailleurs des relations compliquées avec le Vatican, puisqu'il ira même jusqu'à annexer les États pontificaux. Il sera en retour excommunié par le pape Pie VII. Napoléon a toujours mis un point d'honneur, un peu comme le faisaient les rois de France au temps du gallicanisme, à séparer sa foi personnelle des affaires de l'État. Quelques semaines après son coup d'État, il déclarait au Conseil d'État « C'est en me faisant catholique que j'ai fini la guerre de Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j'ai gagné les esprits en Italie. Si je gouvernais un peuple de juifs, je rétablirais le temple de Salomon. » Vous avez sans doute déjà remarqué que dans de nombreux tableaux, Napoléon était souvent représenté avec la main dans son gilet. Pourquoi ? La légende voudrait que l'empereur mettait les doigts de sa main droite entre les boutons ouverts de son gilet pour soulager son estomac douloureux. Ce geste, qui le rendra célèbre, était en fait assez commun à son époque, et ce pour deux raisons. La première, c'est qu'il était mal vu de laisser ses deux bras pendre le long de son corps lorsqu'on ne les utilisait pas. La deuxième, c'est tout simplement que les pantalons étaient dépourvus de poches, et qu'il aurait été encore plus mal élevé d'y mettre directement ses mains. On pouvait les mettre derrière son dos ou dans son gilet pour plus de commodité. Napoléon a-t-il été empoisonné? Cette théorie a été émise par le dentiste suédois Sten Forshushwood. En lisant les mémoires du valet de chambre de Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène, et en particulier la description de sa maladie, il a pensé que les symptômes dont souffrait l'empereur déchu pouvaient être ceux d'un empoisonnement à l'arsenic. Cette thèse a été reprise par d'autres. Ils apportent comme preuve une analyse de cheveux ayant appartenu à Napoléon et contenant une dose d'arsenic anormalement élevée. Ils pensent même avoir trouvé le coupable idéal. Le général de Montholon, qui aurait accompagné Napoléon à Sainte-Hélène sur ordre du comte d'Artois, qui deviendra plus tard Charles X, aurait eu pour mission de l'éliminer. La théorie de l'empoisonnement de Napoléon est aujourd'hui rejetée par les historiens. Le rapport d'autopsie, établi dès le lendemain de la mort de Napoléon, montre qu'il souffrait d'une grave maladie de l'estomac, aggravée peut-être par de mauvais traitements et un état général de faiblesse. Les soi-disant symptômes d'empoisonnement, mis en avant par ceux qui défendent cette théorie, sont communs à de nombreuses autres maladies. Maux de tête, vomissements, fièvre, tandis que les symptômes propres à l'intoxication par arsenic sont absents. On a considéré que la teneur en arsenic dans le corps de Napoléon était élevée, mais on ne sait pas si elle l'était pour quelqu'un de cette époque, vivant à Sainte-Hélène. De plus, l'arsenic permettait de conserver les cheveux en bon état, même après la mort. Quant au général de Montholon, il s'exila lors du retour des Bourbons sur le trône de France et entra au service de Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de l'empereur, lorsqu'il tenta de prendre le pouvoir. On a vu mieux comme ennemi de Napoléon. Des portraits de Napoléon, il y en a des centaines. Des tableaux, des miniatures, des bustes, des sculptures, des pièces de monnaie. L'empereur a été représenté sous tous ses aspects. Mais la vérité, c'est qu'il a peu posé durant sa vie, considérant qu'il s'agissait d'une perte de temps. Pour peindre son Bonaparte au pont d'Arcole, Antoine-Jean Gros a reçu l'aide de Joséphine qui aurait maintenu son mari sur les genoux pour l'immobiliser, pendant que le peintre se dépêchait d'en faire le croquis. Jacques-Louis David a réussi à faire poser Napoléon pendant quelques minutes, ce qui lui a été d'une grande aide pour ses célèbres travaux comme le Sacre ou le Napoléon dans son cabinet de travail aux Tuileries. Mais pour son Bonaparte franchissant le grand Saint-Bernard, le peintre fera poser son propre fils à la place du premier consul. Les autres artistes n'auront pas eu les mêmes opportunités que lui et se contenteront de discours publics de Napoléon ou de sa présence au théâtre pour réaliser un croquis de lui. Sur la plupart de ses portraits, Napoléon est représenté avec certains attributs qui le rendent toujours reconnaissable. Le bicorne, bien sûr, mais aussi son uniforme de colonel, ou encore la main dans le gilet. Grâce à toutes ces représentations, on sait que Napoléon avait un teint pâle, des yeux bleus, tirant vers le gris, un nez aquilin, des lèvres fines, une bonne calvitie et un embonpoint de plus en plus marqué au fil des ans. Les témoignages de l'époque s'accordent tous à dire qu'il avait un regard perçant, un sourire séducteur et un maintien sévère. Finalement, les historiens s'accordent à dire que les œuvres de Jacques-Louis David sont peut-être celles qui s'approchent le plus de ce à quoi Napoléon pouvait ressembler. Il en a peut-être eu plus, mais on sait de façon certaine que Napoléon a eu 3 enfants.
dont 2 hors mariage. Marie-Louise, sa deuxième épouse, lui a donné son unique fils légitime, Napoléon François-Joseph Charles, qui sera titré roi de Rome dès sa naissance. C'est lui que l'histoire retiendra, ou pas, sous le nom de l'Aiglon, ou de Napoléon II. Ce dernier meurt de la tuberculose à l'âge de 21 ans, sans aucune descendance. Mais Napoléon aura 2 autres fils, adultérins cette fois. L'un en 1806 avec une lectrice de sa sœur Caroline, et l'autre avec la comtesse polonaise Marie Walewska. Le premier, Charles Léon, est mal élevé par sa mère, dilapide ce que lui a légué son père, fait de la prison pour dette, et meurt finalement ruiné en 1881. Sa descendance masculine s'est éteinte dans les années 1980, mais il a encore des descendantes aujourd'hui. Le deuxième, Alexandre Walewski, passe une partie de sa jeunesse en Pologne, la patrie de sa mère, avant de se mettre au service de la France. Il sera d'abord ambassadeur, puis ministre des Affaires étrangères sous Napoléon III, et enfin sénateur. Il meurt en 1868, et sa descendance existe toujours. Plus de 100 descendants directs de Napoléon peuvent être identifiés aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez appris au moins une chose que vous ne saviez pas sur Napoléon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Dites-nous également si ce type de vidéo vous intéresse. Qui sait, on en fera peut-être un épisode 2. Sur ce, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.